9 octobre 2009. Ombre chère. Fès. Palais Jamaï. De ma chambre, vue sur la Médina. Un dernier rayon de soleil rosit les hauteurs de la ville, tandis que le crépuscule grisaille déjà murs et terrasses. Il y a si longtemps que je n'étais pas revenue dans ce palace. L'organisation, la décoration, beaucoup de choses ont changé. Et pourtant, les lieux sont les mêmes dans leur disposition générale. J'ai erré dans les couloirs, hanté le bar, les salons, et retrouvé au hasard de mes pas tel ou tel visage attaché à l'établissement. Le passé ne s'efface jamais tout à fait. Il en reste toujours assez pour le rendre présent. Lors de mon arrivée, à ma descente de voiture, première rencontre. Mohamed Kabaj et son épouse, qui arrivaient de Rabat par la route. Et voilà que grâce à eux, le lien que je cultive avec le Maroc se renoue. Il a suffi d'un sourire. Des années ont afflué. La route à l'envers en quelque sorte, d'aujourd'hui à mes premières rencontres avec Hassan II, de ses premières rencontres avec un éditeur et un souverain à ces jours de notre enfance, l'été 1938, quand le sultan du Maroc prenait les eaux à Vichy et confiait Moulay Hassan à son homme de confiance, M. Vagina, lequel, venu à Apt, demanda à ma mère si je pouvais être le compagnon de jeu du petit prince marocain. De cette modeste et lointaine rencontre allait découler, pour ce qui était de moi, un changement radical dans ma vie. Comment oublier ce moment de 1973 où, posant pour la première fois le pied sur le tarmac de Marrakech, résonna au-dedans de moi, au centre même de ma tête, une voix très forte me disant « Eh bien, te voici de retour après une si longue absence ?» Des larmes remplirent aussitôt mes yeux. Le gentil Robert Sabatier, qui se trouvait encore sur l'échelle de coupé, aperçut mon trouble et s'en inquiéta. Que lui répondre? Et surtout, comment oser dans l'instant avouer et décrire ce qui venait de se produire? C'est ce soir-là, lors d'un dîner de gala, que je rencontrai Moulay Ahmed Alaoui, alors ministre du Tourisme, à qui je racontais cet été 38 passé en partie avec cet enfant tout bouclé, très brun, vêtu de bleu ciel de la tête aux pieds, qui allait devenir le roi du Maroc. Mon interlocuteur ne pit pas mot, mais 2 ou 3 semaines plus tard, Hassan II me recevait à Skirat, et nous convenions de l'opportunité qu'il écrivît un livre, sorte de réponse aux 2 attentats qu'il avait essuyés. Ce serait le défi. De toutes mes aventures d'éditeur, sans doute celle-ci fut la plus étonnante. Par la grâce du roi, le Maroc s'ouvrit à moi, me portant d'un éblouissement à un autre. Coup sur coup, je découvrais une civilisation raffinée, une culture très subtile, une religion à la fois si proche et si éloignée de la mienne. Bref, j'étais invitée à une véritable révolution culturelle. À présent, la nuit est tombée. La Médina, éclairée çà et là, évoque à mes yeux, et je suis incapable de dire pourquoi, une crèche. J'imagine ce petit peuple fascis préparant le repas du soir et la paix qui s'empare des rues, des cours, des esprits, la journée terminée et offerte à 5 reprises à Dieu. Pourquoi le cacher? J'envie ces Marocains pieux. Ils m'ont enseigné cette immense vérité. Tout vient de Dieu et tout retourne à lui. Grâce à eux, j'ai compris que nous sommes tous des causes secondes, Dieu étant en toute chose la cause première. Ainsi commence le chemin qui conduit à l'humilité et le long duquel l'ego se défait, lâche prise, cet ego qui n'est que l'autre nom de l'orgueil. À l'instant où j'ai écrit ce mot tant honni,
l'orgueil, le muezzin a appelé de nouveau à la dernière prière. Il m'a semblé qu'un accord profond s'était instauré entre ce que je vivais par l'écriture, ai-je jamais vécu en dehors de l'écriture, et le temps de fès, temps de prière par excellence, comme si l'écriture était ma façon de prier, de penser, de vivre, 3 fonctions réductibles à une seule. Le temps, ce soir, se contracte, se dilate au gré des mots, des souvenirs. Mais je le demande, les souvenirs ne sont-ils pas la vie même? Que serait une vie sans souvenirs? Non pas la mémoire à proprement parler, mais des bribes de phrases, des sons, une fragrance, un déhanchement et ce glissement de ceci à cela, sans ordre, comme ça, le temps d'une inspiration, le temps d'une expiration, naître et mourir dans une respiration, quand au fond de soi, au tréfonds même, cela gronde, cela grouille, sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit, sauf que, dans cet état de veille, une histoire s'esquisse, puis une autre, des histoires s'enchevêtrent, fantaisie, fantasme, imaginaire, jusqu'à ce que surgisse et s'impose sans logique apparente un visage aimé ou espéré ou attendu en cette nuit de fès, que ce soit celui de Moulay Ahmad Alaoui, au sujet de qui je m'entretenais avec Madame Cabage à l'heure du thé, ou celui d'André Chouraki, ou plus lointainement celui de Halal El Fassi, que je rencontrais au Palais Royal de Fès lors d'une réception qu'offrait coffret Hassan II, et tout proche, le beau visage d'Assia Ben Salah Alaoui, l'ami de toujours, l'ambassadeur itinérant de Mohamed VI, surgi au Jamaï à l'occasion de je ne sais quelle fête, ou encore, auréolé d'une couronne de feu, Lalla Salma, épouse du souverain, si belle en sa simplicité, si avenante, si attentive, et je vais d'un moment à un autre, d'un regard à un autre, selon les contradictions ou les dilatations du temps, tout ensemble, acteur et spectateur de moi-même.